Bonjour à tous. Les plus grandes attentes des Marocains concernent l'éducation de leurs enfants. C'est sans surprise ce qui ressort du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement présenté mardi dernier au souverain. Le constat n'est pas nouveau. Les performances de l'école marocaine sont très faibles. Seuls 30% des élèves du primaire maîtrisent les fondamentaux, à savoir la lecture, les langues et le calcul. La commission sur le modèle de développement consacre une partie à la refonte du système éducatif, sans lequel ni croissance ni développement économique. Alors, nouvelle approche ou redondance, c'est notre débat ce matin dans les décodeurs atlantiques. Relations diplomatiques toujours tendues entre le Maroc et l'Espagne. L'ambassadrice du Maroc à Madrid a dénoncé hier les propos inappropriés du gouvernement espagnol, ajoutant que le Maroc en prend acte et agira en conséquence. C'est le commentaire, c'est parti. Nos décodeurs ce matin et avec nous au studio Asma Slimane, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. Vous êtes doctorante en relations internationales et présidente du think tank Moroccan Publicity Diplomacy Center. Public Diplomacy Center. Avec nous également Younes El-Hemdi, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en éducation et président de l'association Citoyens du Maroc. Comment ça va ce matin? Merci beaucoup, ça va bien, merci de me recevoir. Alors, on y va. Parmi les 170 pages du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement, ce rapport consacre 6 pages à l'éducation. On parle bien de l'éducation et non pas de l'enseignement supérieur. Pour commencer, déjà, Younes El-Hemdi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a de nouveau à l'horizon? Au fait, il n'y a pas une nouvelle approche. Il y a plutôt une continuité qui s'exprime clairement dans le rapport en disant qu'il s'agit de renforcer ou compléter la vision 2030 et la loi cadre qui en découle. Donc, en ce qui concerne l'éducation, le rapport s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait. Et par contre, il ressort quelques recommandations qui sont déjà dans la vision 2030 et qui font aussi l'objet d'éléments de la loi cadre qui concernent principalement la gouvernance, la responsabilisation des régions et des académies et des établissements qui est tout à fait capitale, et aussi l'évaluation par des organismes qui sont indépendants, parce qu'en ce moment le ministère est à la fois juge et partie, et aussi certains éléments pédagogiques qui concernent principalement la formation des enseignants. Donc, si vous voulez, le rapport vient plutôt avec des expressions fortes qui donnent le ton, la tonalité, l'acuité du souhait de changement. Donc, il parle de renaissance de l'éducation, de transformation systémique aux déterminants de l'institution éducative. Donc, si vous voulez, on est toujours dans un constat indéniablement négatif et un souhait de changement vite et profond. Alors justement, on reviendra sur chaque point que vous venez d'évoquer pour le commenter, le détailler. Asma Slimane, comme d'abord, quelle est votre impression par rapport à ces recommandations, à ce constat? En fait, le rapport a dressé un état des lieux vraiment qui reflète la réalité, parce que la commission a pris le temps d'écouter les citoyens partout dans le pays et a pris son temps aussi pour faire une analyse et une synthèse. Donc déjà le constat et l'état des lieux, ça reflète la réalité, c'est une bonne chose. À propos du volet éducation, ils ont mis en exergue la crise de la qualité d'apprentissage, la crise de confiance dans l'école marocaine et aussi la crise de la vocation de l'école qui ne transmet pas des valeurs de la citoyenneté et des valeurs de tolérance et aussi ne joue pas le rôle d'ascenseur social. Maintenant, par rapport aux propositions de la Commission, je trouve que certaines propositions, comme a dit Monsieur El-Hemdi, se trouvent déjà dans la vision 2030 et la loi cadre, mais ça n'empêche qu'il y a des innovations, par exemple tout ce qui est certification des établissements, tout ce qui est
valorisation de la voie de l'enseignement professionnel et tout. Je vois qu'il y a quand même quelques innovations. Alors, on y reviendra justement point par point. Donc, un état des lieux finalement qui a déjà été établi auparavant, parce qu'il y avait énormément de rapports, notamment de la Banque mondiale, entre autres, d'organismes internationaux ou même marocains. Vous voulez rebondir, Younous Hamdi ? Oui, si vous voulez, nous sommes encore une fois au lendemain de la sortie d'un rapport avec des recommandations, mais c'est aussi si vous voulez, c'est la tendance depuis une dizaine d'années. Il y a aussi plusieurs études et plusieurs groupes de travail pour la réforme de l'enseignement. Et ces 10 dernières années, on est toujours, si vous voulez, à ce stade. Le jalon majeur, l'étape majeure, qui est la plus prometteuse, est la vision 2030 et la loi cadre. Parce que si vous voulez, l'objet de la loi, pour le rappeler, était de faire de telle sorte à ce que la réforme ne dépende pas des gouvernements. Parce que ce qu'on a remarqué avant la loi, c'est que chaque gouvernement vient avec une approche qui est tout le temps différente de ce qui a été fait avant, ce qui fait on n'arrête pas de changer de direction et finalement on va nulle part. Donc l'objet de la loi a été que tout le monde soit dans la même direction, quels que soient les gouvernements en place, pour rester dans les mêmes axes et dans les mêmes actions. C'est un acquis majeur. La deuxième chose qui a été retenue dans la loi cadre, et ce rapport ne fait que le compléter et le renforcer, c'est la responsabilisation des établissements. Aujourd'hui, si vous voulez, les académies et les régions et les établissements, sur papier, ils ont un certain pouvoir, sauf qu'il n'est pas exercé. Il reste quand même fédéral et il reste concentré au niveau du ministère. Donc, si vous voulez, on retrouve les ingrédients. Maintenant, si vous voulez, on est au lendemain d'un rapport prometteur qui suscite l'espoir, qui suscite toujours l'espérance pour le futur. On est à ce stade. Il n'y a pas vraiment de nouveau, si vous voulez. Alors justement, juste quand vous parlez de responsabilisation des académies et des établissements dans la loi cadre ou même cité dans ce rapport, concrètement, par quoi passe cette responsabilité ? Quand on parle de responsabilité, on définit des objectifs, des obligations et puis notamment des sanctions par la suite. Or maintenant, on parle de responsabilisation, mais concrètement, par quoi ça passe ? Ça passe par une autonomie dans la gestion opérationnelle de leurs établissements, par exemple au niveau de l'académie. Ça se passe par une autonomie de recrutement des enseignants, par une autonomie dans la gestion de leurs établissements, sachant que l'évaluation, elle, se ferait au niveau d'un organisme indépendant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le rural est différent du citadin. Et chaque région a ses spécificités. Donc le mieux à même d'adapter les grandes directions du ministère et du gouvernement, ce sont les régions via les académies. C'est en ça où se manifeste. Quand je parle par exemple de budget, ils peuvent disposer de leur budget et de rendre compte de ce qu'ils ont fait pendant une certaine période. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette responsabilisation existe sur papier. Elle existe, sauf qu'elle n'est pas exercée par les établissements et par les régions. Et s'il s'agit de ça. Alors, Asma Slimane, justement, sur le même point, comment justement on pourrait responsabiliser davantage les écoles, les régions également? Je pense que les établissements, dans le cadre de leur région, doivent faire des efforts pour répondre aux besoins de la région en termes de formation et de demande de marché. Par exemple, une région qui est minière, par exemple, elle doit répondre aux métiers qui vont dans ce sens, et ainsi de suite. Donc, chaque région doit former pour les potentialités qu'elle a. Dans les décodeurs ce matin, on parle du volet éducatif développé dans le rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement avec nos décodeurs. Asma Slimane, doctorante en relations internationales et présidente du think tank Moroccan Public Diplomacy Center. Également avec nous au studio, Younous Hamdi, expert en éducation et président de l'association Citoyens du Maroc. Asma Slimane, juste avant le flash d'information, vous avez une proposition. Vous parliez d'orientation, en fait, et c'est parmi les recommandations de ce rapport. En fait, il est proposé
de fixer un objectif de 20%. Pour que 20% des élèves du collège et du lycée suivent une voie professionnelle, c'est-à-dire à partir du collège et du lycée, ils ont une formation professionnelle au lieu d'une éducation générale, alors qu'aujourd'hui ce taux est de 1% seulement au collège et 5% au lycée. Vous pensez que c'est une bonne chose ? Oui, effectivement, c'est une bonne chose. Et le rapport a souligné aussi sur la nécessité d'avoir des passerelles entre la formation professionnelle et le monde académique. Ça aussi, c'est très important. Parce que, comme vous savez, il y a des métiers actuellement dont le marché a besoin. Mais malheureusement, on ne trouve pas de techniciens spécialisés. Et tout le monde est focalisé sur les études supérieures. Et finalement, le marché n'en demande pas autant. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Younes Hemdi, ça va nous permettre moins de déperdition également, mais est-ce que ces métiers sont attractifs Écoutez, certainement. Si vous voulez, en moyenne, depuis 10 ans, une dizaine d'années, il y a 400 000 jeunes qui quittent l'école sans qualification. Et ce nombre augmente année après année. C'est pour ça que la conversion aux formations professionnelles permet effectivement l'insertion dans la vie active. Et par ailleurs, il y a quand même un très bon travail qui a été fait par l'Office de la formation professionnelle en augmentant sa capacité ces dernières années et en offrant justement des qualifications sur le marché. Et comme l'a dit Madame Slimane, il y a de la place, il y a un besoin sur le marché marocain pour ces compétences. Donc, si vous voulez convertir l'abandon scolaire en formation professionnelle est louable. Encore faut-il augmenter les capacités pour la formation professionnelle et s'assurer qu'elle donne des débouchés réels aux jeunes. Mais à partir du collège, ce n'est pas trop tôt pour ces enfants ? Mais écoutez, justement, l'abandon scolaire commence à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il s'agit de repêcher ces jeunes vers une voie professionnelle. Professionnel, ça ne veut pas dire que directement à un travail opérationnel. Ça peut être d'autres formations. Donc, si vous voulez, l'idée de convertir l'abandon scolaire en formation professionnelle pour donner une deuxième chance après l'école est tout à fait pertinent. Maintenant, il faut qu'il aille avec les moyens, avec les capacités nécessaires, avec le suivi nécessaire pour que cela réussisse. Mais c'est très louable. Alors, en parlant de suivi, l'un des leviers les plus importants pour une éducation de qualité, ce sont bien sûr les formateurs, les enseignants, les professeurs. Et dans ce cas-là, je citerai quelques recommandations qu'on va commenter. Bien sûr, investir dans la formation des enseignants pour qu'ils deviennent des garants des apprentissages. Là, je cite, améliorer la qualité de la formation des enseignants. Voilà. Et puis, il propose un parcours de formation en 5 ans qui sera généralisé à tout le monde. Et puis, surtout, offrir des avantages et des possibilités de promotion et d'évolution salariale pour ces enseignants. Vous pensez quoi de ces recommandations, Asma Slimane ? C'est très important parce que si on a des enseignants de qualité, on aura des étudiants aussi de qualité à un niveau élevé. Il y a aussi le rapport à parler de centres d'excellence de professorat et un système de suivi, ça c'est très important. Si vous permettez, j'aimerais juste revenir au point précédent par rapport à l'orientation parce qu'il n'y a pas uniquement le volet de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle, mais il y a aussi même ceux qui arrivent au supérieur. Parfois, ils sont mal orientés et ils travaillent et après, ils réorientent leur carrière après 40 ans. Et c'est le cas de plusieurs Marocains. Et malheureusement, ça donne des démotivations au niveau du travail, au milieu de travail et aussi des décisions un peu difficiles de se réorienter après 40 ans. D'ailleurs, le rapport préconise d'avoir davantage de conseillers d'orientation sans des établissements, mais aussi des psychologues, des orthophonistes, et puis des assistants pédagogiques. Younes Hemdi, par rapport justement aux enseignants, donc il y avait tout ça, et puis il y a la création d'un centre d'excellence de professorat qui va donc c'est lui qui va former ces enseignants au lieu de plusieurs entités aujourd'hui. Vous pensez que c'est efficace ? Il le faut. Il le faut parce que la formation des enseignants est capitale. Elle se fait dans le temps.
Et ce centre d'excellence a comme ambition aussi de s'assurer que les enseignants ont une formation continue à partir de leur intégration au niveau de l'institution éducative. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette formation existe, mais elle n'est pas continue, elle n'est pas structurée. Donc, si vous voulez, ce centre d'excellence aujourd'hui, on le voit aussi dans d'autres systèmes qui réussissent dans d'autres pays, principalement asiatiques, où ce centre d'excellence rend aujourd'hui les enseignants accompagnés, suivis, formés tout au long de leur carrière pour qu'ils délivrent leurs prestations avec passion, avec les compétences nécessaires. Et dans ce cas-là, on enlève la formation à d'autres entités comme l'ENS, par exemple? Pas forcément, non. Parce que si vous voulez, cela va se compléter. C'est pas l'un au lieu de l'autre. L'ENS existe aujourd'hui et il s'agit de la compléter par ce centre d'excellence. Et certainement, il y a des réformes à faire au niveau de l'ENS aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand on voit le résultat, on ne peut pas tout imputer aux enseignants, mais les enseignants est un des facteurs pour lesquels l'institution éducative n'est pas du tout au point. Alors, est-ce qu'on peut parler, Asma Slimane, de ce point-là, de la formation et de la motivation des enseignants, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une colère des enseignants contractuels qui se comptent par dizaines de milliers, qui manifestent tout le temps devant le Parlement et qu'il y a une rupture de négociation, en fait, et de dialogue entre le ministère de l'Éducation et ces enseignants qui ne sont pas cités d'ailleurs dans ce rapport? Le problème, c'est que le métier d'enseignant, parfois, mais pas, c'est dans plusieurs cas, et c'est pas choisi ça émane pas d'une passion de la personne qui veut faire ce métier. Donc, on fait le métier d'enseignant parce qu'on n'a pas trouvé une autre alternative. Et c'est le cas de ces doctorants, malheureusement, qui refusent les contrats et qui veulent être titulaires. Mais est-ce qu'ils veulent faire, par exemple, ce métier par passion? Est-ce qu'ils sont passionnés par l'enseignement? C'est ça la question. Donc, moi, je vois pas qu'ils sont passionnés c'est juste une alternative et ça va donner encore des enseignants qui sont pas motivés. Younes El-Hamdi, il faut déjà régler cette question avant de penser justement à la motivation des enseignants, à votre avis? Si vous voulez, il faut absolument moderniser l'institution éducative et moderniser aussi le lien contractuel entre l'institution éducative et les enseignants. Et ces propositions de contrat vont tout à fait dans ce sens de modernisation. L'institution ne peut pas continuer dans ce qui était avant. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est soumis aussi à la concurrence globalement. L'enseignement privé aussi est demandeur. Et on voit de plus en plus de filières d'enseignement privé qui apparaissent. Donc, si vous voulez, il faut que ça soit réglé une fois pour toutes et que soit maintenu cet esprit de contrat que le gouvernement propose à ses futurs enseignants, parce que c'est la seule voie pour le futur et pour moderniser l'institution éducative. C'est très important. Ça prendra ce que ça prendra, mais c'est un choix. Le cadre, c'est le contrat, et c'est sain, parce qu'il y a une responsabilisation, et il s'agit, comme Madame Slimane l'a dit, de le faire aussi avec passion et conviction, et non pas par défaut de quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Votre idée est claire, vous êtes d'accord donc sur ce point. Alors il y a les enseignants et puis il y a les élèves qui sont au cœur de ce système d'éducation. Parmi les propositions, et là encore ce n'est pas nouveau, c'est réorganiser le parcours scolaire, développer un préscolaire de qualité. En fait, le Maroc a déjà commencé il y a 3 ans à peu près, je pense, si je me trompe pas, El-Hamdi, il a lancé un programme pour la généralisation du préscolaire au Maroc. Oui, tout à fait. Déjà, il y a une tentative il y a 7 ans et une nouvelle dynamique il y a 3 ans. Tout à fait. Alors, et parmi donc les propositions, c'est de généraliser le programme national de l'évaluation des acquis scolaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en tant qu'expert de l'éducation, c'est quoi ce programme, Younes El-Hamdi? Le programme d'évaluation des acquis existe dans tous les systèmes éducatifs. Il y en a un même qui est international et qui est fait par l'OCDE qui s'appelle le programme PISA. C'est un programme international de suivi des acquis des élèves. Et il est normal qu'un système éducatif
au Maroc ait une instance d'évaluation. Cette instance d'évaluation, aujourd'hui, elle existe. Et elle n'est pas opérante avec l'efficacité nécessaire. Et en plus, elle est liée au ministère lui-même. C'est-à-dire que le ministère se trouve juge et partie, prestataire et évaluateur. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui n'est pas saine. Donc, comment ça marche? Comment marche le système? Quand vous dites que le ministère est partie prenante et en même temps, c'est à lui de juger. Il y a une instance d'évaluation qui est au niveau du ministère et qui évalue les acquis des élèves à un certain niveau de parcours. Par exemple au collège, par exemple à la fin du primaire, etc. Et cette instance d'évaluation aujourd'hui, comme je vous ai dit, le souhait du rapport et aussi dans la vision 2030, c'est qu'elle soit indépendante du ministère et qu'elle inclut plusieurs acteurs qui évalue le travail de l'institution éducative. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important que cette instance indépendante qui regroupe plusieurs acteurs puisse évaluer d'une manière régulière l'acquisition. On fait référence à l'acquisition des élèves évidemment tout au long de leur scolarité. Cela nous donnera ça peut aboutir même à un label au niveau des écoles privées qui va se substituer aux 99,99% de réussite qu'on voit dans les affiches. Oui. Pourquoi vous parlez du privé? Le public aussi peut justement suivre cette voie. J'ai cité le privé parce que j'ai jamais vu de publicité pour le public, mais elle va. Oui, vous voyez, ça veut dire l'institution éducative, il y a plusieurs variantes. 93% c'est le public, 7% c'est le privé, et on commence à voir ces 2 dernières années une multiplication des missions étrangères. C'est-à-dire, on voit par exemple l'enseignement français avec plusieurs nouvelles écoles qui sont ouvertes, ou bien des filières de l'enseignement français. On voit aussi l'enseignement belge. On se souvient de l'enseignement de plusieurs pays qui s'installent. Donc, si vous voulez, toutes ces variantes d'enseignement, que ça soit évidemment le public est 93%, ou bien les autres variantes, il faut bien un régulateur qui dit voilà les critères d'évaluation pour qu'à la fin on sache est-ce que finalement le service est rendu et avec quelle qualité est-il rendu. Donc c'est capital. C'est capital. Mais encore une fois, c'est pas une nouveauté. Ça apparaissait déjà dans les anciens rapports. D'accord. Là encore. Alors, Simone, en parlant de programmes scolaires et d'évolution, de changement de ces programmes scolaires, il y a des idées que vous avez retenues dans ce rapport? Oui, justement, le rapport a parlé de la nécessité de rénover les contenus et les méthodes pédagogiques pour un enseignement efficace et épanouissant. Rien de nouveau à l'horizon. Voilà, c'est ça, on le connaît. Mais déjà, il y a le développement de la recherche et de l'expérimentation. Il préconise le développement de la recherche et l'expérimentation éducative, la révision des programmes pour promouvoir les compétences transversales. Et le rapport a mis la main sur la nécessité de développer les soft skills des élèves. D'introduire aussi les activités parascolaires comme le sport, le théâtre et toutes les autres activités qui vont en parallèle avec les études. L'amélioration de la maîtrise des langues. Vous savez que quelqu'un qui ne maîtrise pas les langues étrangères, surtout l'anglais actuellement, il peut pas aller très loin. Et puis le rapport a aussi demandé à saisir l'opportunité du numérique. Surtout pour la pandémie, la crise de la pandémie nous a montré que le numérique c'est l'avenir et on va s'orienter vers ça. Encore une fois, c'est des recommandations qu'on a déjà débattues ici même d'ailleurs. Ils sont donnés, par contre, il faut remarquer qu'ils ont été donnés avec une acuité, un temps, une tonalité qui aujourd'hui amènera certainement une dynamique nouvelle à la vision 2030. Oui, mais pour cela, justement, et on termine sur ça, il faut un financement. On parle de recrutement, de motivation déjà des enseignants, de recrutement de psychopédagogues, d'assistants pédagogiques, d'orthophonistes, de nouveaux systèmes pour savoir quelles sont les écoles qui sont sorties, etc. Tout cela nécessite des moyens humains et donc et surtout des moyens financiers. Les moyens financiers n'ont jamais manqué. Depuis une quinzaine d'années, il y a des budgets colossaux qui ont été donnés. Au niveau de l'éducation, le budget de l'éducation. Si vous permettez, Hajar, je prends 30 secondes pour terminer sur un point. Le temps des rapports, le temps des études et des recommandations
il est révolu déjà depuis 2 ans ou 3 ans. La plus grande difficulté, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre rigoureuse et avec célérité, parce qu'il y a une accélération du temps. Perdre 5 ans aujourd'hui, c'est pas comme perdre 5 ans il y a 20 ans. Il y a une compétition sur le capital humain. C'est capital pour le développement d'un pays. Donc nous, notre souhait en tant qu'association, c'est que la force qui a amené cette étude, la force qui a amené la loi 4, continue à se manifester dans la mise en œuvre rigoureuse, étape par étape, pendant une dizaine d'années pour que son chantier aboutisse. C'est là ce qu'il y a. Et le plus grand défi, c'est la gestion du changement, parce que l'institution éducative est parmi les institutions qui ont le plus d'inertie. C'est là que ça se passe. Mais alors justement, cette mise en pratique, quand on parle du terrain, parce que les idées sont là, vous l'avez dit, depuis 10 ans, on a des rapports annuels qui sont tous aussi alarmants les uns que les autres d'ailleurs. Bien sûr, on va pas développer ça en 1 minute. Non. Mais comment justement, maintenant traduire tout cela sur le terrain? D'accord. Notre étude, qui date déjà de 8 ans, avait recommandé que l'approche de changement ne se fasse pas sur un volet pédagogique, mais elle se fasse sur un volet systémique. Autrement dit, il y a des approches qui existent pour changer un système éducatif. Non pas parce qu'il est éducatif, mais il s'agit par exemple de créer petit à petit le système nouveau en parallèle et de migrer de plus en plus vers le nouveau avec le temps, avec surtout du sang neuf. C'est ça l'idée. Donc si vous voulez l'approche, il ne faut pas qu'elle soit pédagogique sur des enseignants, sur des aspects purement opérationnels. Ça ne suffira pas. Ça se fait sur des années. Ça sera des années. Il faut que l'approche soit systémique. Ça veut dire on veut changer ce système éducatif, on veut un autre. Comment on va l'opérer? Ça va prendre minimum 10 ans. Alors pour conclure, je reprends quelques idées que vous avez reformulées, que j'ai reformulées. Ce rapport n'apporte pas de nouvelle approche, il s'inscrit dans la continuité de ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire la vision 2030 et la loi cadre. Il faudrait une responsabilisation des académies et des établissements. Il faudrait sortir des rapports parce que depuis 10 ans on en produit mais on va nulle part. Et puis voilà, il faut recruter aussi et comme vous venez de dire, Younes Lhemdi, il faudrait maintenant traduire tout cela sur le terrain et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Younes Lhemdi, expert en éducation et président de l'association citoyenne du Maroc. Asma Ben Slimane, doctorante en relations internationales et président du think tank Moroccan Public Diplomacy Center. On arrive à la fin de ce débat, c'est le commentaire. Maroc-Espagne. Alors tout de suite c'est le commentaire. Alors le Maroc hausse le ton encore une fois. L'ambassadrice du Maroc à Madrid a réagi hier en déclarant que la ministre espagnole des Affaires étrangères a fait continue de présenter des faits erronés au Parlement et à la presse espagnole et tient des propos inappropriés. Le Maroc en prend acte et agira en conséquences. Asma Ben Slimane, un commentaire sur le ton utilisé par le Maroc et sur cette déclaration. En fait, c'est regrettable d'en arriver à cette situation parce que quand même l'Espagne est un pays voisin et un partenaire stratégique. Mais il faut dire que l'affaire Rallye-Gate, comme on l'appelle actuellement, c'est la goutte qui a fait déborder le seau parce que les relations entre le Maroc et l'Espagne étaient déjà tendues depuis la délimitation par le Maroc de ses frontières maritimes et la fermeture des passages frontaliers de Ceuta et Melilla à la contrebande. Donc j'espère que cette crise soit épisodique comme les autres crises qui se sont passées parce que la relation entre les deux pays dépend du parti au pouvoir. Si les socialistes sont au pouvoir, les relations sont tendues. Et si le parti populaire est au pouvoir, les relations sont plutôt calmes et amicales. Donc on espère que ça va se dénouer parce que même si le Maroc a fait le choix de diversifier ses partenaires stratégiques, mais quand même on a besoin de l'Espagne comme partenaire voisin et pays avec qui on peut faire beaucoup de choses. En tout cas aujourd'hui on est loin de la désescalade. Le Maroc attend une réaction ferme de l'Espagne. Younes Lhemdi, un commentaire? Oui, le fait auquel vous avez fait référence, au fait, est un fait sur un problème global qui a été initié par
par l'arrivée en Espagne du chef du Polisario. Et si vous voulez, globalement, je pense que le Maroc a raison de hausser le ton, de marquer son territoire, de mettre son poids dans la balance par tous les moyens pour maintenir et pour préserver ses intérêts politiques et économiques. Le Maroc est un pays fort, c'est un atout majeur pour l'Europe et pour l'Espagne, et il a tout à fait raison de jouer, d'avoir cette approche en ce moment sur ce sujet particulier. La reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara est un élément majeur. Et il faut absolument que dans les années à venir, que l'Europe suive, parce qu'il n'y a plus de raison. Donc c'est pour ça que je salue tout à fait aussi bien le ton, l'approche, la manière avec laquelle les choses sont faites. Et je suis convaincu que cela sera résolu en faveur de notre pays. C'était le commentaire. Younous Hemdi, expert en éducation, président de l'Association citoyenne du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. Asma Bissiman, doctorante en relations internationales et présidente du think tank Moroccan Public Diplomacy Center. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'être à l'écoute d'Atlantique Radio. Et enfin, merci à Youssef Kotni à la réalisation. Vous retrouvez le flash d'information en arabe dans quelques minutes avec Mourad Baba. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi.